maintenant. 2 secondes. OK. So we can see this, on peut voir ça. Excellent. OK, oui, so I'll do this presentation bilingual. Donc, je vais faire la présentation bilingue. Donc, chaque diapo va être alterné. Je vais alterner la langue dans laquelle je vais parler. So, I'll be alternating the language. I'll be speaking for each slide, and each slide is bilingual. Donc, chaque diapo est bilingue. Donc, je suis pas sûr si je suis considéré comme un diplômé maintenant. I'm not sure if I'm considered alumni because I defended this thesis that I'm going to present to you almost 15 days ago. So it's been like 2 weeks, and this is like quite literally, hot off the press research that I have here, and it's a lot of fun. I was very proud of what I had to present. Et ouais, donc encore une fois, j'ai soutenu cette thèse de maîtrise il y a 15 jours passés, et puis c'était une belle expérience, et je suis content des commentaires et de la rétroaction que j'ai pu avoir. Et bon, commençons. Donc, ma thèse de maîtrise que j'ai développée ou que j'ai écrite avait comme titre « Le discours anti-vaccination en ligne au Canada, une typologie des arguments mobilisés ». So my thesis' title was Online Anti-Vaccine Discourse in Canada, a Typology of Mobilized Arguments. Donc, mon superviseur de thèse était Luc Bonneville, qui est ici aujourd'hui. So my thesis supervisor was Luc Bonneville, who is here today. So if you want to do some research with him, feel free to, ask him. Pour donner un peu de contexte, en 2015, 97% des parents au Canada faisaient confiance à la vaccination. Et en 2016, on remarquait qu'il y a un nombre grandissant d'experts qui, eux autres, même sur la vaccination et les vaccinateurs comme tels, remarquaient ou reportaient en fait une réticence croissante quant à la vaccination des parents et du public général. En 2018, on estimait que 2 à 5 % de la population canadienne se disait anti-vaccin, ce qui représentait entre 750 000 à 2 millions de personnes. Et en 2019, il y avait des éclosions de rougeole un peu partout au pays, en Ontario et en Colombie-Britannique, par exemple. Et en 2020, eh bien, la pandémie de la COVID-19, elle est déclenchée. Et puis, maintenant, nous sommes en 2021 avec, à l'aube, plus ou moins, de la livraison des vaccins anti-COVID. Vaccine Choice Canada is, one of the organizations, or actually the organization I looked at in the context of my thesis, and we'll go into look at that a bit further. But Vaccine Choice Canada is the country's largest and most formal anti-vaccine organization. It mainly communicates via its website, and it's more active on its Facebook page than other social media. It is also active in traditional media and even in legal challenges in courts in Ontario and New Brunswick. Vaccine Choice Canada undergoes a constant and evolving marketing and branding. So it used to be called Vaccine Risk Awareness Network until 2014, and then it rebranded to Vaccine Choice Canada as we know it today. And its slogans also evolved over time. So it went from educate before you vaccinate to your child, your future, your choice, to our right, our choice, our future. And so the way that their sort of rhetoric and arguments have evolved, we'll see that over time in the next few slides. Voici juste un screenshot, si vous voulez, de la page d'accueil de Vaccine Choice Canada sur le site web. On peut voir que c'est définitivement anti-vaccin. C'est très, ils mettent beaucoup de l'emphase sur l'urgenceté du personnel de soutien médical qui ont besoin de savoir cette information que eux autres disent quant à la vaccination. So this is the homepage of Vaccine Choice Canada's website, and clearly demonstrates an anti-vaccination, I guess, appeal, and the fact that it's a police car, might just sound the alarm for healthcare workers to take a look at what they, as an organization, has to say about vaccines. So these are the sort of things I looked at. Ultimement, la question de recherche un peu est venue en 2 temps, et dans le but de répondre à une question générale qui était de vouloir savoir comment rebâtir la confiance du public envers la vaccination et envers la science en général, qui, on aurait vu dans la revue de littérature, s'effriter au fil du temps. Les questions et recherches particulières
La première était de, premièrement, savoir quels sont les types d'arguments anti-vaccins dont on fait la promotion sur le site web et sur la page Facebook de Vaccine Choice Canada. Et deuxièmement, de savoir quelles étaient les caractéristiques descriptives des images qui sont venues renforcer davantage les arguments anti-vaccins. In terms of methodology, I did a content analysis, sort of two ways. I firstly did a textual argumentative content analysis of the, of the 62 articles on the Vaccine Choice Canada website that met my inclusion criteria. And I also did a multimodal content analysis to analyze the inherent arguments found in images. So 53 images found on the Facebook page of Vaccine Choice Canada. And what multimodality is really is that any any resource that can give you a sense of the meaning of an image or a meaning of a communication counts as a mode. So pictures, if it combines words and images themselves, is a multimodal product. So I did some multimodal content analysis to figure out exactly what the argument types fundamentally in those images were, to overall analyze over 100 or actually 115 items, both visual and textual. Ultimately, that ended up in the development of the typology of Canadian anti-vaccine arguments, and that is a tool that researchers and public health communicators can use to quickly identify and counter any anti-vaccine misinformation that they see in the wild. Quant aux résultats, je vais juste présenter très brièvement la typologie que j'ai développée. La typologie, elle est beaucoup plus complète que ce que vous voyez ici. En bref, l'argumentation de Vaccine Choice Canada, donc les types d'arguments qu'ils utilisent peuvent être séparés en des arguments légitimes, donc logiques, et illégitimes, donc pas nécessairement logiques. L'argumentation légitime de Vaccine Choice Canada contient des arguments d'autorité, des arguments de communauté et des arguments de cadrage. Et notez aussi que ces genres d'arguments contiennent aussi des sous-types d'arguments que je n'ai pas mis ici, mais dans la typologie complète, on peut l'accéder dans la thèse. Et l'argumentation illégitime de Vaccine Choice Canada contient des arguments émotionnels, des faux arguments d'autorité, des fausses conclusions ainsi que des distractions. Et ceux-ci, on ne peut pas les utiliser dans un débat à cause qu'ils n'ont pas de fondement logique. Quant aux caractéristiques descriptives des images qu'on a pu révéler, eh bien, Vaccine Choice Canada emploie des couleurs captivantes, des différentes tailles de police et des photos naturelles, donc non photoshopées, pour attirer l'attention de leur auditoire. Ultimement, pour évoquer des émotions comme la peur ou la pitié, le tout dans le but de convaincre le public de leur position soi-disant anti-vaccinale. Les 5 grands constats, and I'll repeat them in English afterwards. Premièrement, l'antivaccination n'est pas un nouveau phénomène. Alors, ça préexiste avant même l'invention de la vaccination par Edward Jenner en 1796 et se caractérise à un rebranding constant. Et la rhétorique et l'argumentation antivaccinale, ce que ça veut dire, ultimement, c'est que c'est quelque chose qui se modernise et qui va évoluer au fil du temps. Donc, c'est important, nous, en tant que chercheurs en communication ou en communication santé ou en tant qu'autorité de santé publique, c'est très important de faire la surveillance du mouvement pour un peu anticiper où ça s'en va et un peu juguler la multiplicité des différents arguments qui vont évoluer au fil du temps. Deuxièmement, Vaccine Choice Canada mobilise plus de faux arguments que d'arguments logiques. Et on a déjà vu un peu les caractéristiques descriptives des images dans la diapo précédente. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être vigilant quand on fait face à leurs textes ou leurs images. Il ne faut pas prendre les énoncés qui sont contenus dans ces textes ou ces images au pied de la lettre. Il faut faire preuve de réflexion critique. Un troisième constat est que le mouvement anti-vaccin global, pas juste au Canada, mais globalement, se fait de moins en moins aux arguments qui viennent contester les enjeux scientifiques de la vaccination et mise plutôt sur l'atteinte des droits et libertés comme leur position officielle. Peut-être parce que ce genre de position est plus inébranlable que de contester la science, parce qu'on sait qu'il y a des centaines, des milliers d'articles scientifiques qui viennent démanteler leurs propos sur la science, par exemple.
Le quatrième constat qu'on a pu remarquer, c'est que l'exclusion des antivaccinateurs qui, eux, se disent représenter le public général dans des processus de décision politique ou médicale, par exemple, les encourage à remettre en question la technocratie et les autorités publiques. C'est là qui sème ultimement la confiance envers ces autorités publiques et mène à une diminution de la croyance et la confiance envers la science et la vaccination en général. Et enfin, le dernier constat est que la typologie des arguments anti-vaccins qu'on a développés, comme je viens de le mentionner, ça peut être un outil très puissant pour les autorités de santé publique et les chercheurs en communication santé ou communication scientifique de identifier et démanteler la mésinformation. Let's just repeat the 5 big observations real quick in English. The observations that we were able to conclude is that firstly, anti-vaccination is not a new phenomenon. I found this in the literature. It was quite fascinating when I discovered, or not discovered this, or when I came to realize this. Anti-vaccination sort of precludes the invention of vaccination by Edward Jenner in 1796, and it also undergoes a constant rebranding. So what that means is that anti-vaccine rhetoric and argumentation is something that modernizes itself and evolves over time. So researchers and public health authorities have to sort of almost predict where it's going and keep track of the movement's evolution to make sure that any misinformation that Trump spread is sort of contained, if you will. We also noticed that Vaccine Choice Canada uses more false arguments than logical ones, and we've already seen in the 2 prior slides the sort of elements of the images that they employ. So what that means is that we have to be vigilant as a public and as researchers when we encounter anti-vaccine text or images, and we cannot take them as face value, and so we must use critical thinking to engage with that sort of content. A third observation is that globally, not only in Canada, but everywhere in the world, anti-vaccine movements are focusing less on the science and contesting the science and the arguments that contest the science of vaccination. And they now tend to rely on the arguments that highlight how vaccination can be attacks on civil rights and liberties. So perhaps one of the reasons why they're adopting that position instead of contesting science is that it's because it's a much more incontestable position, right? Nobody can be against you having human rights. And that's the position they're trying to take. Fourth of all, anti-vaxxers who they claim to represent the general public, they've been excluded in general from the decision-making processes, whether that be political, medical, social, or whatnot. And that really encourages them to question technocracy and public authorities, which in turn ultimately serves to, I guess, sow distrust and towards these authorities and diminish belief and confidence towards vaccines and science in general. And finally, the last observation is that the typology of Canadian anti-vaccine arguments that we developed can be quite a powerful tool for the surveillance and the surveillance of the anti-vaccine movement in Canada by researchers and health authorities. So yeah, because it can help to identify and tackle misinformation. Concernant les pistes de recherche futures, où est-ce que cette recherche peut aller? On se demande des questions comme est-ce que la typologie qu'on a développée, est-ce qu'elle capture véritablement tous les types d'arguments promus en ligne au Canada si on était pour analyser un plus grand corpus? La typologie, est-ce qu'elle est applicable aux arguments évoqués durant la pandémie de la COVID-19 à la surface de première vue? Oui. Y a-t-il des différences entre l'argumentation anti-vaccin au Canada et l'argumentation anti-vaccinale d'autres pays? Les antivaccinateurs canadiens francophones et anglophones partagent-ils le même répertoire d'arguments? Et y a-t-il des différences entre cette argumentation? Et enfin, à quel autre sujet est-ce qu'on peut appliquer la typologie des arguments qu'on a développés? Just a quick recap for future research opportunities. We sort of ask our questions like, does the typology, does it truly capture all the argument types that are promoted online if we were to analyze a bigger sort of corpus of more than 115 items? Can the typology we develop be used to analyze and apply to the arguments invoked during the COVID-19 pandemic? At the surface, upon initial examination, it appears yes, but of course we have to do another study to confirm that. Are there differences in anti-vaccine argumentation in Canada compared to other countries? And do French and English Canadians share the same argument repertoire? And is there a difference between their argumentation if they don't share the same thing? Finally, the last, or I guess one of the last potential future research opportunities for this kind of research is that we ask ourselves,
to what other subjects can we apply the typology that we use? Sure, it's for anti-vaccine arguments, but can they be applied to other hotly contested scientific subjects like the use of GMO, genetically modified organisms, or nanotechnology in medicine, things like that. I'd just like to leave you with this last quote that I translated from the last page of my thesis. One thing is for certain, the fear of loss will always trump the potential of a gain. So let us not lose the opportunity to make science prevail. Donc, pour terminer, j'aimerais conclure avec cette citation de la dernière page de ma thèse de maîtrise. Nous avons appris une chose certaine, c'est que la peur d'une perte va toujours usurper le potentiel d'un gain. Donc, ne perdons pas l'opportunité de faire prévaloir la science. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Max. Très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions? Une question. Je suis Elodie, j'ai une question. Oh, okay. Elodie and then Dr. Strangelove. So who goes first? Me? Sure, why not? Okay, thank you. Okay, so in fact, what I observed in your slides, logical documents, that is authority, yeah. So maybe that includes also the professional arguments, like doctors and researchers, yeah. Mm-hmm. Yeah, well, okay. they're in fact, their website, they claim to have these leading researchers and doctors, saying all these sorts of things against vaccines, and so okay. Yeah, that definitely came up. Okay, so according to your literature review, I understood that there are many anti-vaccination also arguments, and that is supported by the authority. This means including the professionals. So, comment on peut faire le vigilant face à texte et image alors? Parce que s'il y a deux arguments quand même soutenus par les professionnels et autorités, alors donc je voudrais savoir votre avis. Comment on peut être vigilant? Oui, donc pour moi, la vigilance, ce que ça veut dire, c'est quand on analyse les textes ou les images qu'on voit, c'est vraiment de ne pas prendre les énoncés tout de suite au pied de la lettre. Donc, c'est pas juste de voir un texte ou voir une image et croire que c'est vrai et la partager à nos amis, par exemple. Avec la typologie qu'on a pu développer, il y a des critères de catégorisation de ces types d'arguments. Et si on voit à l'essence, le cœur, les arguments au cœur, au fond, les arguments qui sont présents, souvent, ils vont être des arguments illogiques. Donc, c'est urgent de vraiment voir si les arguments fondamentaux, ils font du sens. Et encore une fois, ne pas prendre les énoncés au pied de la lettre. Je donne un exemple. Il y a un moment donné, il y avait un énoncé, je ne l'ai pas mis ici, mais il y avait un énoncé en anglais. L'énoncé, c'était, some people, the more we vaccinate people, the more there is autism in the community. Donc, à la surface, ça sonne un peu logique si on ne ferait pas plus de recherche, mais si on fait vraiment la recherche et on ne prend pas cet énoncé au pied de la lettre, et on va dans nos bases de données scientifiques, par exemple, ou on se fie à des professionnels de santé, on va voir qu'effectivement, ce n'est pas un vrai énoncé. Donc, c'est un faux argument de type erreur de causalité selon notre typologie. Et c'est définitivement aussi une généralisation hâtive parce que ça veut dire que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre un énoncé, essayer de faire un lien entre deux énoncés séparés pour qu'ils paraissent logiques, mais qu'à la surface, c'est pas nécessairement logique. Donc vraiment, c'est juste un exercice de réflexion critique, de pensée critique et vraiment de juste s'assurer de ne pas partager les choses aveuglément. OK, thank you. Merci, thank you. Excellent question. Dr. Strangelove. Yes, thank you, Max. Wonderful presentation. Just could you tell us about, I know you were working on health and media for a couple of years, and so I'm very curious to hear how the light bulb went on when the pandemic hit, and you must have did 360 or something with your research. How did COVID-19 affect your research orientation and interests? Well, yeah, well, it's actually, some people ask me, do I have a crystal ball? Because this research started 3 years ago, before the COVID-19 pandemic hit.
So I graduated from my Bachelor's of Health Sciences in 2018. And even then, I was interested in sort of vaccine communications and how that sort of worked and why people were hesitant or why people were, I guess, anti-vax. And I recall in my 4th year, we had to do this, not this capstone project, but we had to do this semester-long project where we had to design almost like a campaign to improve a public health product. And the product that I tried to, I guess, help communicate around was vaccines. And that's when that sort of idea and interest started, I guess, germinating for me. And when I went to the master's and I needed to have a research project for my thesis, I figured, with my passion for communication and also my passion for health and healthcare, why not combine that to really dig into the anti-vaccine movement and see, where does that come from and how does that manifest itself in Canada? So yeah, 3 years ago, that's how my journey started. It's a really interesting journey to see how anti-vaccine sentiment is not new. Evolved over time. Like I said, predates vaccination, which to me was quite curious. So I really got to look at the history and contemporary manifestations of anti-vaccination, and that really helped me sort of solidify the argument types that that were I guess discovered or more or less formalized. And when COVID-19 hit, well, that just gave me a whole bunch of extra content to ponder and think about. But unfortunately, it was way too late in my thesis journey to modify my research questions to encapsulate the COVID-19 specific arguments. But again, at face value, we can see that it's mostly the same things, and even, I guess, fun fact, more or less, if you will, anti-maskers and anti-vaxxers borrow from the same argument playbook. So it's really this distrust of authority and this doubling down on human rights and free speech that both anti-vaxxers and anti-maskers are positioning themselves. So it was a really interesting journey. I'm hopeful and thankful for the opportunity to contribute to, I guess, the solutions, more or less, to the COVID-19 pandemic. Awesome. Thank you. Good luck. Merci. Thank you. Wonderful. Well, we are finishing right on time, so I would encourage anybody that has any further questions to reach out to Max directly. Max, maybe you can put a place for them to reach you at in the chat. Yeah. And overall, great presentations, each one so unique. Merci beaucoup à nos présentateurs et présentatrices. This concludes our alumni panel, but we invite you to stay for our next panel, which will be on the topic of pop culture. And very special for this panel is that it's all undergraduate students who worked very hard last semester on these projects under the guidance of Jennifer Dumoulin as their prof. So we can expect that they will be excellent and just fantastic. So notre panel est fini. Maintenant, mais nous encourageons de rester pour notre prochain panel sur le sujet du culture populaire.